Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Padjemi, bienvenue dans l'épisode 20 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, la grossesse. Aussi bien les personnes qui désirent des enfants, les personnes qui n'en veulent pas, les autres qui accompagnent ou qui sont simplement curieux d'en savoir plus. Il y a énormément d'idées reçues autour de ce sujet, entre ce qu'il faudrait faire ou non, entre l'allaitement ou non, et autres débats interminables. L'une des caractéristiques principales de la grossesse est son lien avec le corps. Ce corps qui change, qui s'étire, qui grossit, qui porte la vie, qui se renouvelle aussi. Comment se situer par rapport à ça ? Pourquoi cette peur de grossir est si présente chez les personnes qui souhaitent avoir un enfant ? Mais aussi comment les pères, les conjoints, les personnes qui n'ont pas enfanté peuvent aider dans ce processus. Autant de questions à aborder que j'ai la chance de faire dans cet épisode avec Pila Intika et Elisa Rigoulet, toutes les deux autrices du guide féministe de la grossesse pour des futurs parents libres aux éditions Marabout. Bonjour Pila et Elisa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente avec moi pour cet épisode. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir pourquoi c'était important d'avoir un guide féministe de la grossesse. Je joue volontairement à la naïveté, mais pourquoi féministe spécifiquement ? C'était important pour nous d'utiliser le mot féministe parce qu'il est à la base un petit peu de notre projet, dans le sens où on voulait un petit peu réinvestir l'expérience de la grossesse d'une vision féministe. Je pense le féminisme a souvent déserté la maternité pour des mauvaises raisons. Et je pense que c'est important aujourd'hui que les deux projets se rencontrent parce que en fait la maternité c'est un sujet essentiel dans la vie d'un couple, dans la vie d'une femme, dans la vie pour les futurs parents et donc je pense que c'était important d'y investir le sujet de l'égalité aussi entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes entre elles et c'était essentiel de voir cette égalité-là se renaître dans ce projet. Et pour nous, le mot féministe veut dire ça. Est-ce que vous pouvez me raconter comment s'est passée la grossesse pour vous deux ? Est-ce que vous auriez voulu avoir ce type d'ouvrage entre vos mains à l'époque ? C'est une des raisons justement pourquoi on a écrit ce livre. C'est parce que quand on était enceinte en même temps, moi de mon deuxième enfant et Elisa de son premier, on s'est rendu compte que sur le marché, on ne trouvait pas vraiment des guides qui répondaient à nos questions à nous. Tous les guides classiques parlaient de la grossesse purement de manière d'un point de vue physique. Et nous, on se posait plus des questions sur la psychologie, sur le côté social de cette expérience-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu cette idée. On s'était dit, mais bon, on ne le trouve pas, donc on va l'écrire. Et toi, oui, Elisa ? c'est vrai, tout à fait. C'est un peu, on s'est rejoint tout à fait sur cette question-là. C'est que moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu envie de lire des choses et je me suis dit, mais il y a rien en fait. Enfin, il y a rien, en tout cas, qui venait combler l'ensemble des questions que j'avais et qu'on pouvait se poser ensemble avec Pila. Il y a des choses qui sont très biologiques, très scientifiques, très médicales, et puis après, il y a des choses qui sont monstrueusement bêtes, niaises. Sexiste, voilà. Mais disons que l'envie qu'on avait aussi d'aborder l'expérience d'un point de vue psychique, social, psychologique, on le trouvait pas beaucoup. Moi, personnellement, j'ai jamais encore vécu l'expérience de la grossesse, mais j'entends tellement de choses contradictoires que c'est parfois difficile de s'y retrouver quand on y pense à moyen ou à long terme. Donc, quelles sont les idées reçues les plus incongrues et complètement fausses qui existent et qui sont importants de démentir ? Donc, je pense par exemple aux aliments qu'il ne faudrait pas manger, alors que comme tu le dis, Pila, toi qui es finlandaise, ça peut changer d'un pays à l'autre. Il y a des choses qui ne se passent pas du tout pareil dans ton pays, alors qu'en France, on interdit ça. Le fait de faire du sport, le fait de même boire de l'alcool, il y a tellement de choses qu'on entend, on ne sait plus trop comment s'y retrouver dans tout ça. C'est très difficile, effectivement, et que, comme tu as dit, ça varie
énormément par rapport aux cultures différentes. Mais moi, je trouve que l'idée reçue vraiment la plus grande, c'est quand même que la grossesse, c'est que du bonheur. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit super épanoui tout le temps, et tous les mauvais côtés, hein, on est un peu fatigué, on a un peu de nausées, etc. Mais ça passe, et après, c'est le meilleur moment de notre vie. Et si on sent pas ça, du coup, on se sent un peu mal, en fait. Il y a beaucoup de culpabilité si on n'est pas forcément tout le temps heureuse, si on a des angoisses, des peurs, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment l'idée reçue qu'il faut briser très très vite, quoi. Je pense qu'on a du mal aussi par rapport effectivement au bonheur, on a du mal à accepter que ce soit une expérience complexe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voudrait clair, simple, linéaire. Donc, c'est un moment merveilleux. Et donc, par rapport aux injonctions, c'est toujours, pas d'alcool, pas de choses crues. Enfin, en France, ça marche comme ça. C'est toujours des injonctions comme ça, très catégoriques, parce qu'on veut pas accepter, en fait, que c'est une expérience comme tout dans la vie, qui est complexe, faite de plein de choses différentes, et que tu peux être très heureuse pendant 3 semaines de ta grossesse, et puis après, très très mal pendant les 3 mois suivants, et puis de la même manière, tu peux boire un verre d'alcool, pendant ta grossesse, sans mettre ta vie ni celle de ton futur enfant en danger. Et c'est pareil pour l'alimentation, et c'est pareil pour tout, pour faire du sport, pour voyager, pour prendre l'avion, ça dépend ce que toi tu sens, ce que toi tu te sens capable de faire, et tout se doit se faire avec une certaine mesure et intelligence, et de manière informée, comme tout dans la vie, en fait. Donc l'idée principale à retenir, c'est que chaque grossesse est différente, et que chaque personne est unique. Exactement, c'est ça en fait qu'on oublie souvent, qu'en fait il n'y a pas juste une femme enceinte, et parce qu'il y a plusieurs femmes enceintes. Après il y a aussi des personnes enceintes. Des personnes enceintes complètement, et ça on oublie souvent, par exemple dans les situations sociales aussi, c'est-à-dire quand il y a des étrangers, des inconnus qui ont envie de toucher le ventre, et on oublie qu'en fait il faut peut-être demander si la femme veut qu'on touche son ventre, parce qu'on oublie qu'il y a un individu derrière. Et c'est pareil avec l'expérience en général, c'est-à-dire que la grossesse, c'est pas quelque chose homogénique comme expérience, mais il y a tellement d'expériences différentes, et on devrait en parler. C'est ça le problème, en fait. Les guides classiques, justement, montrent une sorte d'expérience hyper linéaire, très classique, mais on connaît toutes et tous des femmes qui ont eu une expérience qui correspond pas à ces guides-là, en fait. Justement, j'allais en venir sur le fait de toucher le ventre sans demander. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand à une personne qui est enceinte? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter de dire? La toucher, en fait, sans lui demander. Tu peux la toucher, parce qu'en fait, enceinte, ça te paraît que le ventre devenait un peu le territoire de l'humanité, le territoire de tout le monde. Alors que c'est un corps individuel. Enfin, je veux dire, c'est le corps d'un individu. Donc, de la même manière qu'on ne va pas toucher comme ça un individu dans la rue, en tout cas, encore moins son ventre, comme ça, sans s'adresser à lui ou quoi, on ne le fait pas à une femme enceinte. Ça paraît assez évident, quoi. Et c'est ça aussi, en fait, au lieu de dire ce qu'il ne faut pas faire, il faudrait dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Il faut demander. C'est par politesse. On demande vous avez un joli ventre, est-ce que ça vous dérange si je le touche? Et là, on a le droit de dire non, ça me dérange, donc non. Et après, déjà, on peut parler, est-ce que cette question est vraiment très sympa? Mais je pense que au moins ça, il faut toujours respecter le fait qu'il y a un individu derrière, et qu'il y a une personne, et ce corps, ça appartient qu'à cette personne-là, en fait. L'une des choses que j'entends le plus de la part d'amis qui sont tombées enceintes récemment ou il y a plus longtemps, c'est la crainte de grossir. Donc voir son corps changer et peut-être ne jamais le retrouver comme avant. Est-ce que c'est une peur que vous aviez ? Moi, personnellement, par exemple, j'ai pas vraiment eu peur, mais ça doit être lié au fait que je suis finlandaise. Et en Finlande, dans les pays nordiques en général, on a un rapport avec le corps qui est un peu différent par rapport à la grossesse. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup plus focus sur les capacités de mon corps, etc. Et quand j'étais enceinte en France, j'étais très vite confrontée par les pressions de la société française sur le poids
en général, et aussi même après l'accouchement, il fallait récupérer le corps très vite. Enfin, ça, c'est des pressions. Mais je souhaiterais vraiment qu'en France, les femmes et aussi dans la société en général, qu'on devrait plutôt parler des capacités du corps, d'être reconnaissant aussi de comment notre corps change et de l'accepter justement par rapport à ce changement positif. C'est pas toujours que du bonheur, comme on a déjà dit, mais c'est quand même extraordinaire on est capable de porter un enfant et que tout ce qui se passe dans le corps, ça devrait... on devrait le regarder aussi de manière positive et pas être focus sur la pression du poids. C'est aussi un symptôme de la société française, selon moi, qu'on est très focus sur calculer tout, comme avec l'allaitement, les biberons. C'est pareil avec le poids. On mesure à chaque rendez-vous à la maternité combien on a pris du poids, etc. Et on ose toujours dire est-ce que c'est bien, est-ce que vous avez bien pris du poids ou est-ce que c'est trop, est-ce que vous avez pris trop, etc. Et ça éloigne un peu le corps de son vrai travail qui est de faire grandir le bébé aussi, dans le contexte où il faudrait que la mère soit à l'aise de toute façon avec son corps et il faudrait être focus sur ça. Mais c'est vrai que les représentations de femmes enceintes qu'on peut voir dans les médias, qui sont souvent liées à des célébrités enceintes magnifiques, qui reprennent leur vie à la minute où elles ont accouché, avec un corps incroyable, il y a un peu cette injonction à ressembler à ça, et même si certaines personnes sont dans ce cas parce que leur morphologie fait que elles perdent immédiatement les kilos pris pendant la grossesse, c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Est-ce que justement c'est ce type de représentation qui pousse les femmes à faire attention pendant et après la grossesse plus que nécessaire ? Oui, c'est pire que ça les pousse pas, ça les oblige véritablement. C'est quelque chose, c'est une vision très très caricaturale, absolument fausse et qui est très très culpabilisante et qui est très autoritaire parce que ça oblige les femmes en fait. Ce que je pensais justement quand on parlait du poids, je pense pas que les femmes ont tant peur de grossir que ça, que c'est les autres qui leur font ressentir cette peur de manière très très présente et notamment le corps médical qui, comme disait Pila, veut toujours mesurer tout, que ça rentre dans des courbes. Enfin, on doit prendre 1,5 kg par mois. Enfin, comme si c'était un truc. Voilà. Enfin, et donc du coup, si t'es au-dessus, c'est carrément catastrophique. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très 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 pressurisant et de la même manière après l'accouchement c'est pareil quoi. Effectivement les photos qui circulent sur les réseaux sociaux te montrent souvent des stars qui rentrent dans leur jean slim taille 32 15 jours après leur accouchement. C'est absolument faux, c'est quasiment impossible sans avoir un coach sportif qui est là du matin au soir et du soir au matin avec toi. Enfin, ça n'a aucune réalité, mais c'est quand même un peu en train de bouger parce qu'on est quand même en train d'accepter et en tout cas on a quand même un regard vachement plus réaliste et indulgent sur le corps postpartum. On est quand même en train de voir de plus en plus de séries de photographies dans les magazines de femmes qui viennent d'accoucher, le corps qui a bougé, les marques, les marques du corps après accouchement, etc. Donc c'est une vision qui est plus valorisée, on va dire. Mais... Tant mieux. Oui. Parce que la prise de poids aussi, c'est personnel. Et ça, même si on le dit, on a l'impression qu'on ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette pression qu'il faudrait prendre 12-13 kilos, pas plus, de préférence moins. Et certaines femmes même reculent leur grossesse parce que j'ai encore envie de vivre... ou de me mettre en maillot de bain cet été. Mettre en maillot de bain, et du coup, c'est quand même... Il y a une vraie injonction. En tout cas, c'est la chose que j'entends le plus autour de moi. C'est toujours lié au poids, à l'apparence... et à la peur de grossir. Mais ça, je pense que c'est aussi lié au fait que si on est focus sur le poids, même avant la grossesse, on n'est pas vraiment à l'aise avec notre corps avant la grossesse, ça va pas changer pendant la grossesse. C'est pas la grossesse qui va forcément déclencher cette idée-là de son corps. Il faut l'accepter déjà avant. Et est-ce qu'à contrario, c'est important de prendre soin de soi en termes d'apparence pour ne pas tomber dans le cliché inverse de la femme enceinte au bout du rouleau avec les cheveux gras et qui n'est plus vue comme une femme, mais juste comme une maman? En fait, je pense qu'il faut se sentir femme soi.
Enfin, et ça, je pense que c'est que ce soit maquillé avec des cheveux gras, que tu pèses 30 kilos ou 85, que tu veuilles bien t'habiller ou que tu n'en aies rien à faire, etc. Je pense que c'est comment toi, tu te sens être, enfin, comment tu t'aimes, comment tu t'apprécies, comment enfin voilà, comment est-ce que tu te sens bien avec toi-même, et enceinte ou pas, de continuer à effectivement voilà, exercer ce principe, quoi. Je crois que c'est aussi ça, c'est une vision, c'est les gens qui veulent voir les femmes enceintes soit comme complètement dépressives avec les cheveux gras, soit comme complètement hébétées par leur grossesse, en étant complètement dans un espèce de nirvana. C'est aussi les gens qui projettent ces choses-là. En fait, ce que il nous paraissait important de dire, c'est que en fait, tu es juste la même personne, quoi. Tu es ce que tu es. Tu as les mêmes soucis, les mêmes bonheurs, les mêmes moments de joie, les mêmes problèmes, enceinte ou pas. C'est juste une expérience qui s'ajoute en fait à ton être social tel qu'il est déjà. Et c'est ça qui est le plus difficile en fait, c'est de trouver un équilibre en fait, ou de trouver une manière de sortir de tous ces dogmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression complètement contradictoire. On te dit justement, il faut que tu sois très maman, il faut que tu restes avec tes enfants au maximum de temps, mais en même temps, il faudrait travailler, en même temps, il faudrait perdre du poids, il faudrait aussi avoir une vie sociale, un couple harmonieux. Ah ben, on est en train de s'étouffer là. Enfin, et en fait, si on essaie d'aller dans tous les sens, en fait, on se perd. C'est normal. Et cette image, c'est renvoyé de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait justement se centrer un tout petit peu, essayer de trouver sa propre vérité, sur le moment, justement, et aussi accepter que ça change, et voilà, et qu'il n'y a pas de modèle parfait, ça n'existe pas, en fait. Et à ce propos, en 2016, l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie avait évoqué l'idée de performance de la grossesse. Et ça m'avait vraiment marqué parce que c'est la première fois que je l'entendais de cette manière. En gros, elle avait donné naissance sans que personne ne le sache. Et avait dit, lors d'une interview, là, je vais pas boire d'alcool parce que je suis en train d'allaiter. Donc, le monde a appris qu'elle venait d'accoucher. Et elle disait qu'elle ne voulait pas être dans cette performance de la grossesse, enfin de la femme enceinte qui devrait se tenir comme ceci ou comme cela, être dans une représentation de la grossesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Notamment parce que avec les réseaux sociaux qui invitent à partager tous les aspects de sa vie et notamment de sa grossesse, ça va de l'échographie au premier pipi du bébé en passant par des photos de baby bump. Est-ce que justement il n'y a pas cette idée de performance qui s'est généralisée ? Ah bah si, mais pour tout, enfin la grossesse évidemment, mais pour tout, enfin si on se base sur les réseaux sociaux, tout est ultra performatif, c'est-à-dire manger un hamburger devient une performance. Enfin, non mais c'est vrai, il y a une manière parfaite de manger son hamburger, donc ça devient, c'est terrible. Je pense que là pour le coup, c'est à chacun d'avoir la distance qu'il a envie d'avoir avec à la fois l'utilisation, mais aussi la lecture qu'on en fait, quoi. Je comprends l'idée en fait le mot performance est un peu bizarrement, enfin c'est un peu particulier tel qu'il est utilisé là, mais c'est vrai que c'est l'idée de la mise en scène, c'est-à-dire que c'est l'idée de mettre en scène sa grossesse et de laisser ou de comment dire, de juste le fait de la rendre visible, de laisser les autres la mettre en scène et de l'instrumentaliser et de donc devenir cette femme enceinte que ça va jamais, ça va jamais, soit tu en fais trop, soit tu bois un verre, t'es un monstre, soit tu te bouges pas assez, t'es en dépression, soit ça ne va jamais. Donc ça je comprends l'idée de vouloir échapper à ça et que finalement dans le secret, ou dans le fait de cacher sa grossesse, tu échappes finalement à toutes les projections que les gens vont t'envoyer. Et les réseaux sociaux effectivement sont là-dessus, c'est assez comment dire, cruel, quoi. Cruel, mais je crois que là, pour le coup, ça concerne pas que la grossesse, parce que c'est toujours pour le coup, c'est vraiment de l'ordre de la performance. C'est toujours les plus belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est toujours les meilleures vacances du monde, le meilleur week-end du monde. C'est toujours les enfants les plus beaux du monde. C'est toujours, ça n'a tellement que peu de rapport avec le réel que ça en est.
Même si, comme tu le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de comptes qui montrent justement une certaine réalité postpartum avec des cicatrices. C'est des statements, quoi. Il y a carrément des gens qui, du coup, se positionnent comme non, moi je vais montrer. Mais bon, est-ce que c'est pas une forme aussi d'instrumentalisation à l'inverse? Enfin, c'est de toute façon que de la... oui, c'est performatif quand même. Complètement. C'est, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une mise en scène du réel qui est instrumentalisée. C'est pas la vraie vie, quoi. Alors, je sais que l'allaitement est le gros sujet de la maternité. En tout cas, l'un des gros sujets, presque autant que la vaccination. Et je me demande, pour les personnes qui nous écoutent, comment se renseigner pour prendre la meilleure décision pour soi-même et surtout déculpabiliser les personnes qui veulent allaiter ou non. Déjà, il faut savoir qu'en France, selon les statistiques, c'est 70% des maternités où il y a un ou une conseillère en lactation. Donc déjà, ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que tu peux accoucher dans une maternité où il n'y a aucun personnel qui est au courant de l'allaitement. Donc, bien évidemment, vu que s'il n'y a pas de personnel formé autour de toi pour te donner des conseils dans un cadre médical, du coup, tu lâches assez vite l'affaire si tu as envie d'allaiter. C'est quand même quelque chose, c'est un acte qui se fait très, très rarement seul et que si on a envie de le faire, on a besoin d'aide et on a besoin de conseils. Et dès la maternité, et même avant. Et par contre, moi, je trouve que la décision, par exemple, de allaiter ou pas allaiter, tu n'es pas obligé de le décider pendant la grossesse. Tu peux, bien sûr, mais tu peux aussi essayer ou se rendre compte au moment après l'accouchement qu'en fait, non, ça ne m'intéresse pas du tout, ça peut faire peur. Je pense que l'idée, c'est aussi de voir quand le bébé arrive, que tu as la liberté de choisir ce que tu as envie. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait avoir effectivement de l'information et des conseils réellement devant toi quand tu en as besoin. Et ce n'est pas encore le cas ici en France. Ce qui est très difficile, en fait, c'est de faire un choix pour soi. Parce qu'en fait, tu sais plus véritablement dans ces sujets-là qui sont tellement qui sont tellement remplis de stéréotypes, d'idées reçues, d'injonctions. L'allaitement, c'est quand même un truc assez représentatif quand même de tout ce qu'on peut. On est vachement dans le jugement, quoi, par rapport à l'allaitement, que tu allaites ou pas. Oui, mais que tu allaites ou les deux. Les deux. Les deux. Ça dépend de la personne qui tu as en face de toi. Mais en vrai, c'est un sujet et ça dépend d'ailleurs dans quel hôpital tu accouches ou dans quelle maternité. Tu as des maternités qui vont, si tu décides de ne pas allaiter, qui vont vraiment te juger. Et à l'inverse, si tu t'acharnes avec l'allaitement, tu as d'autres endroits, certains hôpitaux qui vont te dire arrête-toi, tu te fais du mal. Donc voilà, ça dépend. Mais c'est un sujet qui est en tout cas rempli comme ça d'idées reçues, encore une fois, et de projections des gens. Et c'est le plus dur, je crois, c'est d'arriver à se poser la question de pour qui tu choisis. Est-ce que tu arrives à choisir pour toi? Ou alors est-ce que tu choisis pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à ceux qui attendent que toi tu allaites ou tu n'allaites pas, etc. Et c'est extrêmement compliqué de faire un choix personnel en fait par rapport à ça. Est-ce que je peux vous demander, vous, comment vous avez choisi de le faire ou non? Moi, vu que je suis finlandaise, pour moi, c'est plus le dogme en Finlande qu'on allaite. Du coup, par exemple, ma mère, elle nous a allaités, moi et mon petit frère. Du coup, toutes mes copines, elles ont allaité en Finlande. Enfin, si ça marchait, d'ailleurs, il y avait des cas où ça marchait pas, mais elles étaient très tristes, du coup, très culpabilisées par ne pas y avoir réussi. Et je trouvais ça triste, bien évidemment. Mais moi, je m'étais toujours dit que si jamais ça marche, je vais essayer au moins. Je vais essayer mon maximum pour autant de temps que ça va durer. Mais je m'étais jamais dit ok, je vais allaiter 2 ans ou je vais allaiter 3 mois. Je m'étais dit déjà à la base, je vais essayer. Voilà. Et moi, j'ai allaité mon fils pendant 9 mois et ma fille 10 mois. Mais c'était pas du tout. C'était vraiment un choix personnel que j'ai fait. Et effectivement, en France, par rapport aux différences culturelles, c'était intéressant de voir que quand j'ai arrêté d'allaiter, mes amies françaises m'ont dit, oh mon Dieu, heureusement que tu as arrêté. On a pensé que tu étais devenue complètement folle. Et en fait, en Finlande, toutes mes copines m'ont dit, ah déjà, tu vas arrêter déjà. C'est très intéressant d'être dans cette position-là, de voir les deux cultures, vraiment confrontation des idées complètement différentes de 2 cultures, quoi.
Et moi, à l'inverse, moi, du coup, ma mère m'a pas du tout allaitée. Elle fait partie de la génération un peu héritée des féministes seconde vague, à l'époque, en plus, c'était pas du tout. Ça se faisait pas trop. Et puis voilà. Je pense qu'elle a juste essayé une semaine et elle m'a dit plus tard, j'avais l'impression que j'avais pas assez de lait. Bon, voilà. J'ai pas eu l'impression qu'elle s'était beaucoup battue ou que ça avait eu beaucoup d'importance pour elle. Mais elle était pas du tout unique dans son cas. C'était la plupart des parents de cette génération, ils allaitaient. Les mères allaitaient très peu, quoi. Et moi, du coup, je me suis dit un peu dans le mouvement actuel où je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du retour à l'allaitement. En tout cas, les chiffres le montrent aussi en France. Moi, je me suis dit non, je vais essayer d'allaiter et je vais essayer de m'accrocher pour que ça marche, quoi. Il s'avère qu'en fait, ça s'est bien passé et que j'ai pas eu à me battre outre mesure, si ce n'est qu'il faut quand même s'accrocher un petit peu parce qu'on a très vite tendance en France à te dire vas-y, arrête, il mange pas assez, il grossit pas assez, c'est pas vrai. Mais voilà, c'était plus que j'avais envie de justement de me dire ok, moi je vais essayer de tenir un peu et je vais essayer de voir ce que ça donne, quoi. Donc on va parler des hommes, des pères ou des partenaires, on verra. Mais avant ça, pour faire le lien avec ça, j'aimerais parler de la dépression pré-partum que j'ai appris dans votre livre. Je ne connaissais pas le terme, on connaît plus la dépression post-partum. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je crois que ce qu'on s'était dit justement dans le livre, c'est qu'à 80% des cas des dépressions postpartum, en fait, il y avait déjà des symptômes pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage qu'aujourd'hui, le personnel dans les maternités n'est pas forcément très formé non plus de distinguer des symptômes qui ne sont pas liés à la fatigue, qui sont liés à la dépression, et qu'il faudrait aussi... je pense que c'est lié aussi au fait qu'on n'est pas très focus sur le côté psychologique pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, on te mesure, on regarde si le bébé grandit bien et si on a toutes les vitamines, etc. Mais en fait, on oublie peut-être souvent poser la question comment ça va réellement. Et là aussi, même si on pose cette question, je pense qu'il y a tellement d'injonctions au bonheur que du coup, et une norme qu'il faudrait qu'on soit vraiment très épanoui et très heureuse tout le temps. Et que surtout si physiquement tout se passe bien, je pense que c'est très difficile de dire que en fait, je me sens pas bien, je suis très angoissée, etc. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire pour qu'on puisse éviter les dépressions ou surtout aider les femmes qui souffrent de dépression déjà pendant la grossesse. Mais est-ce que cette dépression pré- et post-partum, justement, elle serait pas liée à la charge mentale qui est très réelle, notamment chez les couples hétéros ? Et là, c'est le moment où je demande à tous les auditeurs de la Jante Masculine de bien nous écouter. Comment les hommes peuvent aider au mieux avant, pendant et après la grossesse, pour que leurs partenaires, justement, ne doivent pas tout prendre en charge et avoir cette charge mentale qui amène vers la dépression. Je pense que les hommes doivent d'abord s'intéresser au sujet. Ou on doit les intéresser au sujet, ça. Mais c'est important qu'ils soient intéressés et informés, du coup, qui lisent aussi. Ça, c'est encore un problème de pourquoi est-ce que ce serait un sujet qui appartiendrait aux femmes. Pourquoi est-ce qu'une grossesse, c'est que sous prétexte que biologiquement, c'est une expérience que la mère qui porte l'enfant vit quelque chose de particulier, de singulier biologiquement. Ça, c'est sûr. Et sous ce prétexte, en fait, c'est un sujet féminin. Donc, il faut que ce sujet appartienne aussi aux hommes, il faut qu'ils s'y intéressent, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe dans le corps de leur femme. Aujourd'hui, on parle quand même de plus en plus des hormones masculines, on arrive quand même à comprendre qu'il se passe aussi des choses du côté de l'homme, hormonalement, mais donc du coup aussi psychologiquement et physiquement. Donc il faut absolument qu'ils arrivent à s'emparer de ce sujet-là, qu'on les aide, je pense, à s'en emparer, parce que c'est pas que de leur faute, c'est pas eux qui balayent ce sujet d'un revers de main, c'est aussi que socialement, c'est un sujet profondément féminin dans l'inconscient collectif, que le corps médical
y participent aussi beaucoup parce qu'ils s'adressent peu aux hommes. Les médecins te parlent toujours, toi, en tant que mère, droit dans les yeux. Enfin, ton mec a beau être là, il sert pas à grand-chose. Et donc, ça aide pas du tout à ce qu'ils se sentent concernés, en fait. On les sent pas concernés. Donc, ils ont du mal aussi à prendre la place qu'il faudrait qu'ils aient. On les invite pas assez, je pense, à prendre cette place-là au moment de la grossesse, en tout cas. Donc, nous, on pense aussi que je pense qu'on arriverait à corriger pas mal de choses, puisqu'on parle, tu poses aussi la question de l'après-grossesse, je pense qu'il faudrait commencer par l'avant, effectivement, à arriver à trouver un peu d'égalité dans cette expérience qui est fondamentale pour essayer d'amener plus d'égalité aussi après la grossesse, qui est un moment compliqué aussi au niveau de la charge mentale, mais qui en plus à ça s'ajoute en France la question des congés. Paternité, maternité, qui est profondément inégalitaire. Et donc là, je pense que de toute façon, tant que la loi bougera pas là-dessus, on pourra beau faire on aura beau bouger nous, ça changera pas grand-chose. Mais voilà, c'est une piste. Et ça c'est vrai que dans notre livre, par exemple, on a décidé justement pour chaque chapitre mettre des questions qui semblent peut-être un peu simplistes, un peu banales, etc. Mais finalement, c'est des questions qu'on ne pose pas forcément. On n'y pense pas de poser une question comme quel type de parent tu veux être, quelles sont tes valeurs de l'éducation, etc. Comment tu vois là, justement la partage de tâches à la maison, etc. Au sein de famille. Ce genre de trucs, en fait, on trouvait que c'était important d'écrire ces questions pour que les couples qui lisent ce livre, ils peuvent vraiment avoir une conversation sur tous ces sujets-là qui vont justement faciliter l'égalité à partir du moment que le bébé arrive. Parce que quand le bébé arrive, on est un tout petit peu occupé d'autres choses que se poser des questions un peu plus philosophiques qui, pourtant, créent vraiment le socle de toute la vie familiale, en fait. Et donc, du coup, je pense que les hommes, ils devraient justement s'intéresser, s'informer, lire, bien sûr, prendre un rôle plus actif dans cette expérience au lieu d'attendre de ce qu'on attend d'eux, en fait, et que pas juste être là pour nous soutenir. Bien évidemment, ça c'est une base, bien sûr. Il faut qu'ils soient là pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous écouter, etc. Mais aussi prendre un rôle un peu plus actif de parler de leurs émotions, de leurs sentiments. Et ça, dans le cadre des médicales, il faudrait que ça change. Il faudrait que dans les maternités, on pose aussi des questions au futur père ou aux futures mères, ensemble, parce que ça se passe la plupart du temps, quand même, le bébé arrive dans un couple, pas toujours. Mais si ça arrive dans un couple, c'est quand même très étrange qu'on mis le partenaire de côté quand on devrait parler, par exemple, du côté psychique ou de psychologie, de l'expérience, etc. Aussi, vu que c'est une expérience sociale, c'est quand même très important qu'on inclue aussi les hommes dans cette expérience-là. Et je précise qu'on parlait bien des couples hétéros. Oui, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai dit les pères ou les mères. Je voulais savoir aussi ce que vous pensiez de ces courants féministes qui remettent la procréation au centre de tout. Donc, en mettant en avant le pouvoir féminin, l'énergie féminine. Par exemple, il y a plein de comptes Insta comme Empowered Birth Project qui met en avant des accouchements avec des images super fortes. Et c'est bien, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, avec plein de conseils et des témoignages vraiment forts, de manière inclusive en plus, en tout cas pour quelques partages, mettant des hommes trans qui, rappelons-le, peuvent tomber enceints et donner naissance. Mais les commentaires sont très violents et même transphobes. Et c'est vrai que cette recentration autour de l'énergie féminine, du pouvoir féminin, j'ai l'impression que c'est quand même c'est pas inclusif du tout. C'est d'un point de vue féminin, on enlève toutes les personnes trans qui peuvent aussi enfanter. Complètement. Oui, en fait, moi, je pense qu'il y a eu un mouvement, mais qui est sociétal, plus général, qui fait que en France, il y a eu cette grande vague du féminisme, de la deuxième vague, qui a été par rapport à la maternité assez radicale. Et c'est à ce moment-là qu'on a gagné des acquis fondamentaux comme le droit à l'IVG ou l'accessibilité à la contraception,
qui ont été qui sont des actes médicaux. Enfin, donc ça a été des batailles gagnées d'un point de vue médical, etc. Et je crois qu'il y a eu après il y a eu la péridurale, il y a eu on a le droit de pas souffrir, on a le droit de pas souffrir en accouchant, donc on a le droit aussi de recevoir la péridurale. Et donc tous ces combats-là qui ont vachement contribué, même s'ils ont été fondamentaux pour le droit des femmes, ils ont contribué à une ultra-médicalisation. En France, la grossesse est extrêmement médicalisée et le processus de l'accouchement est extrêmement médicalisé. Et donc ça a contribué à la médicalisation extrême de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, il y a aussi des femmes, et c'est normal, qui revendiquent un droit à connaître aussi leur corps, à comprendre, parce que qui dit médicalisé dit aussi c'est un monde très patriarcal, quoi. C'est-à-dire que le monde de la médecine, des médecins, pendant longtemps, ça change, mais c'est aussi s'en remettre aux hommes qui... Très genré. Ouais. Bah, c'est très genré, les femmes se mettent à disposition, d'ailleurs on les a mis en position allongée sur le dos, voilà, et elles se mettent à disposition pour qu'on pratique l'accouchement, voilà. Et je pense que c'est normal que les femmes aient envie de retrouver une posture active dans ce processus, qu'elles aient envie de comprendre leur corps, de connaître leur corps, de ressentir leur corps et d'être actives dans la grossesse, dans l'accouchement, etc. Je trouve ça c'est fondamental et totalement normal. Donc ça, je pense que c'est un mouvement sociétal qui est assez normal et je pense qu'après vient se greffer des mouvements effectivement qui peuvent se rapprocher un peu d'une forme d'essentialisme, quoi. Enfin voilà, et qui là, bon, après ça dépend beaucoup des formes et des gens et des propos et voilà, on peut parler, il y a des comptes Instagram, il y a des livres, il y a des gens qui font. Mais en tout cas, dans votre livre, dès les premières pages, vous précisez que tout le monde peut tomber enceinte. Et ça, c'est quand même ouais. Nous, on défend une conception très culturelle de la différence homme-femme. Enfin, le genre, on le défend comme une construction culturelle. Enfin, voilà. Donc, je pense que là où le pouvoir du féminin. Qu'est-ce que le pouvoir du féminin ? Qu'est-ce que le féminin ? Qu'est-ce que la femme ? Qu'est-ce qu'un sexe féminin ? Enfin voilà, donc là il y a des questions qui sont en suspens, mais qui sont effectivement ouverte. Ouais. Oui, c'est une question sociale et justement, enfin, si on a une tendance vers tout ce qui est un peu plus, disons, qu'on a envie de dire tout le temps naturel, c'est dangereux parfois parce qu'en fait, ça... Tout ce qui devient un tout petit peu dogmatique, en fait, il y a toujours un danger. C'est-à-dire que si on dirige vers tout ce qui est accouchement naturel, utilisation des doulas, etc., il n'y a rien de mal dedans. Au contraire. Mais quand ça devient une dogme, une sorte de norme, du coup, on pense que si on ne fait pas comme ça, en fait, on a raté. Donc, du coup, il y a toujours ce danger qu'on essaie de mettre femme dans une case, en quelque sorte, cette expérience quelque part, et qu'on donne conseil comment on devrait utiliser notre corps, et ça réduit la liberté de la femme. Et ça, c'est jamais vraiment bien. Alors, on ne peut pas terminer cet épisode sans parler des violences obstétricales, notamment autour de l'accouchement, avec les épisiotomies forcées et les violences que subissent particulièrement les femmes noires. Donc, d'après l'IB, entre 700 et 900 femmes meurent aux États-Unis de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, dont le taux de mortalité est 3 à 4 fois supérieur chez les femmes noires à celui des femmes blanches. Donc, Serena Williams l'avait dénoncé lors de son accouchement compliqué et avait permis de faire la lumière sur ces pratiques honteuses. En France, on n'a pas de chiffres à cause du manque de statistiques ethniques, mais on sait que les violences obstétricales sont présentes et on en parle de plus en plus. Comment on fait pour ne pas accoucher dans la douleur, pour ne pas être victime de racisme, d'homophobie, de grossophobie dans ce projet de vie ? Est-ce qu'il y a des cliniques à privilégier ? Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas forcément de clinique à privilégier. Malheureusement, je pense que c'est effectivement la prochaine étape, c'est de parler des inégalités par rapport à la culture, par rapport à la background de la femme, quand il s'agit de la grossesse, etc. Parce que c'est
complètement vrai que tout ce qui on a découvert aux États-Unis, que ça doit être la vérité aussi en France. C'est juste qu'on n'en parle pas, c'est un vrai tabou et ça, effectivement, il faudrait vraiment mettre une main dessus et commencer à faire de statistiques, justement, parce que c'est vrai que là, on va trouver, je pense, des résultats qui vont pas nous faire rigoler, quoi. Après, on a des statistiques sur les hôpitaux, les cliniques et les maternités et le nombre d'épisiotomies pratiquées, etc. Même si l'épisiotomie est un petit bout visible de ce que on peut appeler les violences obstétricales. Il ne s'agit évidemment pas que de ça. Mais il y a des établissements, des hôpitaux qui, je pense, pratiquent on le sait, pratiquent les accouchements à la chaîne. On sait aussi que les gens qui ont accès aux cliniques c'est pas tout le monde, que la plupart des gens n'ont pas le choix d'aller dans l'établissement public en bas de chez eux. Enfin, voilà, que c'est souvent ça la norme et que effectivement les hôpitaux en France sont quand même, le service est ultra dégradé, donc après ça va aussi avec des pratiques qui sont exercées à la chaîne, des accouchements à la chaîne où on fait défiler les femmes et où finalement je pense qu'il n'y a aucune place ni pour la discussion, ni pour, par exemple, le projet de naissance qui est, par exemple, je pense qu'aucune femme, on le sait, aucune femme en France ne rédige ou ne réfléchit à un projet de naissance. C'est-à-dire très peu, aucune femme ne réfléchit avant à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que ce serait justement pour moi de la violence, qu'est-ce que je n'ai pas envie de subir, qu'est-ce que j'ai envie que ce soit, mon accouchement. On y pense très peu, c'est aussi un symptôme d'un problème. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas plus les femmes à y penser ? Ce qui est crucial, alors que dans d'autres pays, c'est quasi systématique de rédiger un projet de naissance. Il faudrait aussi il faudrait de l'égalité en fait dans les maternités. C'est-à-dire il faudrait du personnel qui est assez formé dans toutes les maternités. C'est-à-dire c'est quand même c'est hallucinant qu'il y a des maternités où il y a un personnel qui a beaucoup plus de formation que dans les autres hôpitaux, par exemple. Et ça, il y a Le Monde qui a fait un article, justement, où on peut toujours le trouver en ligne, où on peut regarder le taux de césariens, le taux d'épisiotomie, etc. Et là, on peut déjà voir un peu la différence entre les maternités. Mais ça, il faudrait que toutes les maternités soient autant de même niveau que possible, en fait. Ça pourrait rendre vraiment l'expérience égale à tout le monde, quoi. Un conseil de livre à recommander en dehors du vôtre ? Un autre livre ? Ouais. Maggie Nelson, The Argonauts. Et René Grezard, Enceinte, tout est possible. Merci beaucoup, Pila et Elisa. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode réalisé par Thomas Play, merci Thomas, vous pouvez laisser des notes sympas sur iTunes ou ailleurs et vous pouvez même réécouter tous les autres épisodes sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour les quelques épisodes avant la fin de saison, déjà. Merci, à très vite. Binge.